on est en train d'assister, je pense, au début de la révélation des vraies conséquences du néolibéralisme qui sont en train d'apparaître. C'est qu'on a pris ce tournant. On a été leader en France grâce aux socialistes français, et ça, pour le néolibéralisme, ils sont vraiment champions, qui ont commencé par s'attaquer à toute la régulation bancaire, financière, etc., au milieu des années 80. Sous Mitterrand. Sous Mitterrand, oui, tout à fait. Et ouais, on a dérégulé le système. On était les premiers à déréguler les banques en France. Hein. On a vraiment battu les Américains, les Anglais, ils nous ont copiés. Après, ah non, mais ça, on peut. Ouais, pour n'importe quoi, ça a vraiment été très, très bien. C'est français. Et après avoir commencé à déréguler ces parties relativement périphériques, après tout, c'est vrai que en soi, à très court terme, c'est pas très grave. C'est à long terme que ça devient grave. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose quand vous dérégulez les banques. Elles n'ont pas fait faillite non plus en 15 jours. Mais évidemment, après, le néolibéralisme a continué à se développer dans les années 90, 2000. Et puis après, on a commencé à attaquer un peu plus les choses sérieuses, c'est-à-dire déréguler les contrats de travail, les protections sociales, etc. etc. À un niveau relativement encore, malgré tout, mesuré en France par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Enfin, c'est un mouvement qui a été très problématique socialement et donc qui pose des problèmes aussi en termes de pouvoir d'achat, en termes de capacité à faire tourner l'économie. Donc ça, c'est un problème, je dirais, qui est structurel, mais qui pourrait concerner beaucoup de pays frappés par le néolibéralisme en Occident. Mais simplement, comme c'était un peu trop facile, les types se sont dit, tiens, on a une bonne idée si on faisait une monnaie unique aussi. Alors ça... L'euro. Ah oui, et oui, c'est ça. Ce que, normalement, à peu près tout économiste sérieux en dehors de l'Europe a dit, mais vous vous droguez ou quoi? C'est n'importe quoi, votre truc. Et pourquoi exactement? Ah, pourquoi? Ah, parce que, toujours dans la partie théâtrale, les types se sont dit... fondamentalement, ils ont fait ça pour des raisons politiques et pas pour des raisons économiques. C'est ballot, parce qu'on parle de la monnaie, quand même. Parce qu'ils se sont dit... de toute façon, je crois même que c'est Jacques Attali qui explique ça très bien. En faisant ça, ça va créer plein de problèmes, et donc les grouillots, ils seront bien obligés de faire notre rêve, c'est autrement dit, les États-Unis d'Europe, un seul pays, et puis voilà, on n'en parle plus, hop, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui remonte aux racines de la construction européenne, certes sous forte influence américaine à la base, mais enfin il y a aussi ce sentiment-là qui existait depuis longtemps, sur lequel je ne jette pas trop de cailloux, sur les types qui, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont dit, bon, les guerres entre pays, là, c'est pas terrible, le mieux pour qu'il n'y ait plus de guerre entre pays, le mieux c'est qu'il n'y ait plus de pays, hein. On va en faire qu'un. Bon, d'accord, ok, j'ai pas de souci, on sort d'une période difficile, mais on peut penser qu'une fois que le niveau d'ébriété a un peu retombé, on devrait se dire, non, quand même, c'est hélas pas trop possible, parce qu'il y a des différences entre pays, entre populations, entre peuples, entre cultures, entre économies, entre tout ce que vous voulez, qui fait que non, c'est peut-être pas la bonne idée de faire un seul pays. Ceci étant, il y a sans doute plein de choses à faire pour qu'il n'y ait plus de guerre et qu'on ait des bonnes coopérations, etc. etc. Mais bref, pour en venir à leur rêve, effectivement, si vous faites une monnaie unique, ce truc génère des problèmes, et ces problèmes ne peuvent se conclure que par soit l'éclatement de la zone, ce qui se passe à peu près tout le temps sur des zones monétaires dans ce genre de cas entre pays différents, soit en effet par le rêve de faire un seul pays, et ça à mon avis c'est pas pour demain, pour des raisons assez évidentes. Et donc ce serait plutôt l'implosion? Oui, bien sûr, bon, ça finira probablement comme ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand vous faites... c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que quand vous faites une monnaie unique, de prime abord, c'est vachement sympa. C'est vachement pratique. Vous pouvez aller en Allemagne, en Belgique, tiens, c'est la même monnaie, j'ai pu m'embêter avec du change. Ok, c'est essentiellement ça d'ailleurs. Le seul avantage, j'ai plus besoin de faire du change quand je vais en Belgique ou en Allemagne. Bon, ceci étant, vous me direz, c'était pas non plus une contrainte existentielle et vitale à ce point-là, sachant que 99,5% des gens ne vont quand même pas tous les 15 jours en Allemagne. Et oui, bon, ça a économisé 15 € de frais de change peut-être sur 10 ans. Ok, d'accord. Inconvénient, il y en a des petits inconvénients, c'est que la monnaie, c'est un stabilisateur normalement automatique des économies. Prenons la France et l'Allemagne, puisque c'est ce qui s'est passé. C'est très drôle, quand on crée le nouveau franc en 58, ça vaut à peu près 1 mark. Peut-être même d'ailleurs exactement 1 mark, je ne sais plus, mais en tout cas la valeur, c'est à peu près la même chose. Quand on passe à l'euro, donc années 90, donc une trentaine d'années après,
C'est quand même de 1 à 3 le rapport. C'est le gros succès du franc, qui correspond aussi en bonne partie d'ailleurs aux écarts d'inflation qu'il y a eu dans la zone. Mais enfin, on voit que, étonnamment, le mark avait tendance à se renchérir et le franc à dépérir. Et ça marche de façon relativement automatique. Quand vous liez tout très fortement en disant c'est la même chose. Les phénomènes à l'œuvre qui faisaient cet écart, ils existent toujours. Et ça, d'ailleurs, on vient de le voir. On a eu une inflation carabinée dans la zone euro, avec des écarts, j'ai regardé ça un peu plus tard que ce week-end, il y a 30 points d'écart entre l'inflation la plus basse dans la zone euro et l'inflation la plus haute. Il y a 30 points. À peu près 10% et 40% l'écart. Ça a fluctué, la crise inflationniste depuis 2021, dans cette zone-là. Et vous imaginez l'écart de compétitivité que ça fait? C'est-à-dire que vous avez la même zone, c'est des coins, les prix, ils font plus 40, là, ils font plus 10. Waouh! Gros problème, en fait. Donc ça, c'est les prix de consommation, mais c'est donc aussi les prix, les salaires, les choses comme ça. Mais vous déséquilibrez toute la zone, c'est complètement délirant, ce truc-là. Et donc, c'est ce genre d'effet qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire que la monnaie, il faut bien voir que c'est comme une paire de chaussures, quoi. C'est adapté au pied de l'économie. Donc il y a des grosses économies, des petites économies, donc il y a des grosses chaussures, des petites chaussures, mais il y a des monnaies fortes et des monnaies pas fortes. L'Allemagne a une économie qui fait que elle est censée avoir une monnaie forte. La France est censée avoir une monnaie moyenne, l'Italie est censée avoir une monnaie faible comme la Grèce. Les types se sont quand même dit, on a des génies, on dit ouais, comme on veut faire l'union, on va mettre tous la même paire de chaussures. Bon, pourquoi pas si c'était les mêmes couleurs, mais non, c'est la même pointure, c'est 41 pour tout le monde, parce qu'on a bien regardé, c'est la moyenne. Ouais, mais comment te dire, c'est sûr que les Allemands, bon, ils font du 38, donc le 41, bon, ils dansent un peu, mais enfin quand même le grec qui faisait du 46, quand tu mets du 41, il a très très mal en fait. Et là, on est dans cette situation-là où on a donc le grec qui pleure par terre, l'italien qui va pas fort aussi avec son petit 43. Puis vous les voyez, vous dites, mais enlève la chaussure, c'est pour ça que tu as mal en fait. Et les types, ils gardent leur chaussure qui fait 2, 3, 4 pointures de moins que son pied. Pourquoi? Parce qu'on dit parce que c'est l'Europe. Enfin, c'est complètement délirant. La monnaie, c'est fait pour faire marcher harmonieusement les économies. C'est pas fait pour faire des symboles politiques. Si vous voulez faire des symboles politiques, j'en sais rien moi. Essayez de faire. Si vous y arrivez, pas moi, des programmes scolaires communs. Essayez de faire des trucs communs. Faites des fêtes de l'Europe. Embrassez-vous. Mais enfin, jouez pas à ça tout de suite parce que ça pose d'énormes problèmes. Et ça, c'était au bénéfice de l'Allemagne? Au final, forcément, oui, bien sûr que l'Allemagne en a énormément bénéficié. Pourquoi? Parce que quand vous avez la France et l'Allemagne, je répète, avec leur économie forte et leur économie faible, qu'est-ce qui se passe? Au début, quand ils ont eu, je reprends mon exemple, de 1 franc égale 1 mark. Puis au fur et à mesure, on voyait que les monnaies ont tendance à se dévaluer. Pourquoi elles se dévaluent? Un peu pour l'inflation, mais peut-être aussi parce que l'Allemagne fait beaucoup d'excédents, donc ça renforce sa monnaie. Dû à son industrie, etc. Dû à son industrie, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le mark augmente, et puis bon, le franc diminue. Mais quand vous êtes étranger et que vous regardez, à partir du moment où le mark a monté et le franc a baissé, si vous êtes un Chinois, tout d'un coup, ça veut dire que les produits français, ils sont moins chers. Et que les produits allemands, la BM, elle coûte plus cher puisque sa monnaie, elle augmente à l'Allemagne. Donc plus ça va, l'exemple est un petit peu fictif et limité, j'entends bien, mais il arrive un moment où, de toute façon, c'était de 1 à 3, c'est-à-dire que la BM, bon, elle est jolie, mais vous avez quand même une très belle Peugeot qui fait 3 fois moins cher. Si elle est belle, la Peugeot. Si vous... bon, ok, pas comme la BM. Peut-être avec les trucs, mettez les jantes en alliage, ça peut peut-être le faire. Et donc, spontanément, vous allez dire, non, j'achète plus de BM quand même. Bon, ok, tant pis, c'est quand même 3 fois moins cher la Peugeot. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter moins de BM, donc l'Allemagne va moins exporter et la France va plus exporter. Donc, l'excédent de l'Allemagne, plus sa monnaie monte, évidemment, plus les produits sont chers, donc plus son excédent va avoir tendance à se réduire. La France, plus sa monnaie baisse, plus ses prix à l'exportation baissent, donc plus elle vend, c'est-à-dire plus le déséquilibre se réduit, et donc au final, sa monnaie remonte. Oui, vous avez cette espèce de stabilisateur qui fait que c'est censé, bien sûr avec des limites, mais enfin, vous avez quelque chose d'assez sain dans ce système. À partir du moment où vous mettez la même monnaie, qu'est-ce qui se passe? C'est vachement bien, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le même rapport entre la BM et la voiture française. Donc, c'est-à-dire que jamais vous n'aurez cet effet vous l'aurez si l'euro monte, enfin, comme vous avez des écarts aussi que l'Italie va très mal, l'euro, il ne monte pas tant que ça. Donc vous voyez bien que vous avez figé les économies, c'est-à-dire que vous avez une Allemagne qui se met à produire, à avoir des excédents, et elle n'a plus de sanctions directes. La sanction avant, c'était la monnaie augmente, donc mes produits sont plus chers, donc j'arrête d'en vendre. Comme vous avez une monnaie
qui est unique, la monnaie ne change plus et donc vous n'avez plus ce phénomène. Donc l'Allemagne, elle peut faire des excédents sans arrêt, et puis il se passe de prime abord rien. Puis la France, elle fait des déficits, et ça alors c'est Bruno Le Maire aussi, gros succès, et on dirait qu'il ne se passe rien. Donc on dit, bon, finalement, on a résolu le problème. En fait, vous n'avez pas du tout résolu le problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces déséquilibres finissent par, un, poser des gros problèmes au système bancaire, et deux, posent des problèmes aussi de compétitivité au niveau salarial, puisque vous n'arrivez plus à être compétitif. Et pour être compétitif entre la France et l'Allemagne, ça veut dire in fine qu'il faudrait moins payer les Français, et en théorie, plus payer les Allemands. C'est ce qui se passe. Donc vous avez ici des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Et on en arrive, excusez-moi, j'espère que je ne suis pas trop long, mais on en arrive à cette chose qui est absolument charmante. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, donc, et je répète, c'est ce que tous les économistes qui s'y connaissent en monnaie à l'international disaient, mais faites pas ça, ça ne va pas marcher, vous allez créer des grosses divergences dans la zone. Autrement dit, les zones qui sont compétitives vont l'être de plus en plus, les zones qui ne sont pas compétitives, comme la Grèce, comme le sud de l'Espagne, comme l'Italie, vont souffrir de plus en plus. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, votre truc, ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, ça durera jusqu'au moment où vous en aurez marre de faire souffrir vos populations. Bon, je trouve qu'on a des dirigeants qui n'en ont pas marre de faire souffrir les populations. Ça, c'est l'avantage pour l'euro, c'est des avantages pour les populations. Mais il se passe autre chose aussi. C'est que, comme on ne peut plus avoir ces effets monétaires sur la compétitivité entre la France et l'Allemagne, comme les Allemands, allez savoir pourquoi ils n'ont pas envie de payer plus les Allemands et de vendre leurs produits plus chers pour, évidemment, satisfaire leur population, mais être moins compétitifs. Évidemment, c'est l'Allemagne, donc compétitivité d'abord, et puis les gens, on verra après. Et nous, il se trouve que quand Macron a commencé à essayer de prendre des mesures un peu dures pour diminuer le salaire des gens, il a eu les gilets jaunes, et puis il a commencé à faire le plan là en hélicoptère pour partir à Baden-Baden. Donc il s'est dit, bon, ça je vais arrêter, c'est pas bon. Et c'est là qu'il a commencé à dépenser beaucoup d'argent, le monsieur. Mais pour compenser ce truc-là, autrement dit, l'euro, c'est un vrai handicap pour les entreprises françaises et un gros avantage pour les entreprises allemandes. Donc, on laisse tomber les entreprises allemandes qui ont résolu leurs problèmes finalement grâce au gaz russe. Là, maintenant, elles ne sont plus compétitives non plus, donc on détruit tout. Donc ça, c'est sûr que ça va s'arranger du côté allemand. Mais du côté français, pour que ça s'écroule pas, ce système, qu'on ne se retrouve pas avec 20% de chômage, eh bien, il n'y a pas eu d'autre solution pour compenser l'effet extrêmement négatif de l'euro, de subventionner les entreprises. On s'est mis à donner de plus en plus d'argent aux entreprises, évidemment pour compenser ces effets de compétitivité. Alors, il y a aussi un effet néolibéralisme pour engraisser les actionnaires, je veux bien, mais quand même, la plupart de l'argent, c'est déjà pour que les entreprises survivent en ayant ce boulet d'une monnaie pas adaptée à l'économie. Donc cet argent-là, il n'a pas été magique, il a été emprunté sur les marchés financiers sous forme de dette publique. C'est-à-dire que Macron n'a pas non plus levé des impôts pour subventionner les entreprises. Donc on a fait de la dette, et on fait de la dette pour subventionner les entreprises. C'est-à-dire que ça doit paraître bizarre pour un Suisse, mais si, je vous jure, c'est-à-dire qu'en France, l'État emprunte de l'argent pour payer le salaire des apprentis en entreprise. C'est-à-dire que vous imaginez à quel point c'est quand même un sacré investissement, que c'est un truc superbe, que ça va durer très longtemps, de payer le salaire sur de la dette publique. On en est à peu près à 200 milliards d'aides plus ou moins directes aux entreprises par an en France. On était à une cinquantaine il y a une vingtaine d'années. Donc, en fait, l'euro a posé plein de problèmes. L'État, pour compenser l'euro, fait des subventions aux entreprises. Et pour faire ça, il fait de la dette publique. Mais ça, on arrive au moment où, quand même, Bruno Le Maire, il a fait 1000 milliards de dette publique. Et ça, Gérald Lausanne, vous allez adorer. Vous expliquer comment on fait. Il a fait des chèques pour 1000 milliards, quand même. Le type, il a encaissé sous forme de dette. Il y a eu le Covid entre deux aussi. Oui, mais le Covid a coûté à peu près 150 à 200 milliards sur les 1000. C'est pas, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire, c'est d'ailleurs même leur déclaration, c'est pas le Covid qui a coûté la masse de cette augmentation de dette publique depuis 2017. Ouais, en tout cas, on voit qu'on arrive à la fin de ce système, puisqu'on a un tel niveau d'endettement public que les marchés financiers commencent à craindre sur la solvabilité de la France. Ils ont quand même plutôt raison. Et donc, la Commission européenne nous tombe dessus, les voisins nous tombent dessus, et aussi à raison. Donc, il y a un moment où on ne va plus pouvoir continuer à dépenser autant d'argent. Donc, ça va être un des gros enjeux, d'ailleurs, en France, du nouveau gouvernement, parce que là, on a eu un petit psychodrame pour savoir si c'était Pierre-Paul Jacques qui allait gouverner. Donc ça y est, on sait que c'est notre ami Barnier. Et puis tout le monde fait comme si maintenant il n'y a plus de soucis, alors qu'en fait, si, c'est maintenant que les soucis commencent, parce qu'en fait, un gouvernement, il n'a pas de majorité. Donc je ne sais pas comment il va voter des lois, ce qui est quand même normalement le but d'un gouvernement.
Et le budget 2025 va être très très dur, puisqu'il va falloir commencer à réduire les fameuses dépenses dont je parlais. Il se trouve que tout ce qui n'était pas des aides néolibérales, autrement dit, ce qui va servir à faire tourner l'éducation, la justice, la police, les hôpitaux, bon, on a déjà raclé l'os. On va bientôt être à un niveau quand même de tiers-mondisation avancé en France. Donc il va falloir qu'ils se mettent à réduire forcément toutes leurs dépenses et soutiens aux entreprises, ce qui va poser des graves problèmes de compétitivité, des graves problèmes à l'économie, ce qui va diminuer la croissance, ce qui va sans doute augmenter le chômage et créer différents troubles sociaux, pour peu qu'il soit même possible d'arriver à essayer de réduire le déficit. Quand vous faites ce genre de mesures, en fait, vous augmentez aussi le déficit par d'autres raisons. Évidemment, l'économie boucle. Donc, en tout cas, on ne va plus pouvoir continuer à faire ce qu'on faisait depuis lors pour soutenir les entreprises, pour soutenir l'euro. Donc il va falloir, je ne sais pas si c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, hein, c'est coriace, ces erreurs économiques majeures, mais où se posera la question de la survie de l'euro. Et à ce moment-là, effectivement, les gouvernements décideront, en tout cas au moins une partie d'entre eux et sans doute les Allemands, de quitter ce navire qui fait naufrage. Et ça restera vraiment comme l'erreur majeure probable de la deuxième moitié du XXe siècle. Cette idée, tiens, on a plein de pays, on va essayer de faire une monnaie unique alors qu'on n'a pas un gouvernement unique, on n'a pas un trésor unique, qu'on n'a pas des systèmes de retraite et de financement uniques. J'ai envie de dire, regardez, est-ce qu'il est venu à l'idée au Canada de faire une monnaie unique avec les États-Unis, alors qu'ils sont autrement plus proches que ce qu'on va être entre la Grèce quand même et l'Allemagne, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas marcher, ça crée forcément ce genre de troubles, et c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines d'unions monétaires entre pays ont échoué dans l'histoire.